Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de La Pépinière. Comme promis, je vais commencer dès maintenant à me pencher sur l'analyse du GenderTux. Si vous n'avez pas vu l'épisode de lancement à ce propos, je vous invite à le faire en cliquant sur la vignette afin de pouvoir suivre plus facilement la suite de cet épisode. Par ailleurs, nous y aborderons des notions de droit, à moins que je ne précise le contraire, que ce soit maintenant ou dans les vidéos à venir, il s'agira toujours de droit français puisque je suis française et que ce sont donc en rapport avec ces lois que je construis mon opinion. Cependant, si vous êtes d'une autre nationalité et ou avez des connaissances dans les lois d'autres pays que le mien, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour ouvrir notre horizon culturel. De la même manière, dès que je ferai référence à des codes ou à des constructions sociales, il s'agira bien de ceux et celles en vigueur dans ma culture, et mes propos ne seront donc pas forcément valables dans d'autres. Là encore, vous pouvez ajouter votre pierre à l'édifice dans les commentaires. Dans ce premier épisode, nous allons nous pencher plus en détail sur le cadre vert du GenderTux. Ce cadre traite de toutes les problématiques relatives au sexe d'une personne. Par conséquent, il semble assez cohérent qu'on commence par se poser la question suivante. Le sexe, c'est quoi? On pourrait spontanément croire que la réponse est évidente, mais en fait, absolument pas. Vous le savez, la mention sexe est notamment présente sur votre carte d'identité. Alors en droit, qu'est-ce que ça veut dire, le sexe? Tout d'abord, nous avons l'article 57 du Code civil qui stipule, entre autres, que le sexe doit être indiqué sur l'acte de naissance de l'enfant. Puis, la circulaire du 10 janvier 2000 précise que cette mention doit être un M pour masculin ou un F pour féminin. En droit français, le sexe est donc une caractéristique binaire F ou M que l'on appose à chaque individu dès la naissance. Cependant, rien ne nous indique ici comment le choix de l'une ou l'autre appellation est déterminé. Je me suis donc tournée vers ce qu'en disait le dictionnaire. Lorsque l'on parle de militantisme et d'inclusivité, le dictionnaire n'est pas souvent notre ami. En effet, il est extrêmement marqué par les oppressions sociales. À titre d'exemple, je me souviens durant ma scolarité lycéenne avoir trouvé dans un dictionnaire comme exemple de perversion l'homosexualité. Vous vous doutez que je n'étais pas hyper joasse. Cependant, pour ces mêmes raisons, cela peut en faire un marqueur assez réaliste de la connotation sociale que peut avoir un mot, et c'est pour ça qu'on va quand même y jeter un coup d'œil. Dans le Larousse, on trouve donc 3 définitions à sexe. En premier, caractère physique permanent de l'individu humain, animal ou végétal, permettant de distinguer dans chaque espèce des individus mâles et des individus femelles, ou ensemble de ces individus mâles ou femelles. Mais le mot sexe peut aussi désigner les organes sexuels, la verge chez l'homme, la vulve et le vagin chez la femme. Enfin, il peut se référer à la sexualité. Nous allons d'ores et déjà éliminer cette dernière définition car ce n'est pas le sujet de cet épisode. Les deux autres définitions sont en revanche beaucoup plus proches des questions que nous voulons aborder. La première définition voudrait donc dire que le sexe est l'ensemble des différences entre les mâles et les femelles. Si on pousse les recherches un peu plus loin, pour mâles et femelles, on tombe en substance sur sexe fécondant et sexe fécondé. On pourrait vouloir s'arrêter là, mais il y a un problème dans une définition aussi simple, car la nature n'est jamais aussi catégorique. S'arrêter à cette définition, ce serait considérer que chaque individu, à un moment donné de sa vie, va pouvoir correspondre à une de ces deux fonctions. Or, nous savons vous et moi que ce n'est pas le cas. Rien qu'en France, des dizaines de milliers de personnes sont stériles. Et croyez-moi, ça ne les empêche pas d'avoir un F ou un M sur leur papier d'identité. De plus, le sexe est assigné bien avant que quiconque puisse savoir si le bébé concerné pourra correspondre à une des deux catégories. Le sexe, selon cette première définition, n'est donc pas le même que celui inscrit sur l'état civil. L'autre définition possible du sexe était organe sexuel, la verge chez l'homme, la vulve et le vagin chez la femme. Mais on se retrouve assez vite confronté à un problème quand on constate que verge est défini comme organe mâle de la copulation, vulve comme ensemble des organes génitaux externes chez les femelles, et vagin comme organe génital interne des femelles, puisqu'on retombe sur les concepts que l'on vient d'évoquer. À la base, le sexe désigne donc la fonction d'un individu dans la reproduction sexuée de son espèce, mais force est de constater que ce n'est pas de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle d'état civil, ni même d'une manière générale quand on emploie ce terme. Lorsque l'on demande aux gens quelles sont les différences entre les mâles et les femelles, 3 arguments reviennent régulièrement: les chromosomes, les hormones et les parties génitales. Mais là encore, les chromosomes ne sont pas strictement XX ou XY. Certaines personnes naissent avec un karyotype XXY ou XO par exemple. Et, surtout, l'immense majorité des gens n'a aucune idée de quels sont ces chromosomes. Par exemple, les karyotypes XYY n'ont en fait aucune conséquence physique, et cela concerne un homme sur 500. En plus de cela, le gène SRY, qui est majoritairement responsable de la masculinisation des fœtus, se retrouve généralement sur le chromosome Y, mais il arrive qu'il n'y soit pas, ou qu'il soit présent sur un chromosome X, ce qui provoque des personnes ayant toutes les caractéristiques d'un humain jugé femelle, malgré un karyotype XY ou inversement. Encore une fois, même s'il y a de réelles différences chromosomiques entre les individus, ce n'est pas ce sur quoi on se base. Pour ce qui est des hormones, là encore, on ne teste que très rarement son taux d'hormones, et on ne le fait pas sur les nouveau-nés pour leur assigner un sexe. De plus, les taux d'hormones varient selon les individus, les périodes de leur vie, etc. Enfin,
et c'est l'argument le plus courant, le sexe serait une question de partie génitale. Mais là encore, on se retrouve avec un problème de définition. On l'a vu plus tôt dans le dictionnaire, la différence entre un pénis et une vulve serait leur rôle dans la reproduction. Mais on considérera toujours les parties génitales d'une personne stérile comme un pénis ou une vulve. Donc ce n'est pas cette définition que nous appliquons. Arrivé à ce moment-là de la discussion, on arrive souvent à une réponse comme « Oui, enfin, pas besoin d'un dictionnaire, on voit bien que c'est un pénis quand même ». Et encore une fois, la vie, c'est pas si simple. Il existe toute une catégorie de personnes qui sont intersexuées, c'est-à-dire qui ont des parties génitales n'étant assimilées ni à un pénis ni à une vulve. D'ailleurs, la loi française reconnaît cette situation et n'en a rien à foutre. La jurisprudence de la Cour d'appel du 18 janvier 1974 stipule que tout individu, même s'il présente des anomalies organiques, donc nous avons bien là la reconnaissance que cela est possible, doit être obligatoirement rattaché à l'un des deux sexes, masculin ou féminin, lequel doit être mentionné dans l'acte de naissance. Pire encore, la circulaire du 28 octobre 2011 précise que lorsqu'un nouveau-né est intersexe, il faut que le médecin décrète le sexe qui apparaît le plus probable compte tenu, le cas échéant, des résultats prévisibles d'un traitement médical. Et c'est là que l'on réalise que la notion de sexe telle qu'on l'envisage est complètement sociale. On passe notre temps à se faire rabâcher les oreilles des différences biologiques indiscutables entre les individus des soi-disant deux sexes. La vérité, c'est que la biologie n'est jamais aussi binaire qu'on le sait et qu'on s'évertue non seulement à catégoriser légalement les individus dans deux cases artificielles, mais aussi et surtout à médicaliser les individus un peu différents pour qu'ils rentrent dans ces cases. Et ça c'est vraiment grave. Notre société est absolument incapable de tolérer qu'un individu ne rentre pas dans les petites cases prévues pour lui, et ce n'est pas sans conséquence. Les nouveau-nés intersexes sont mutilés à la naissance et forcés de subir des traitements hormonaux pour correspondre aux attentes liées au sexe qu'on leur a imposé. J'entends déjà dire certains et certaines qu'opérer les jeunes intersexes, ce n'est pas de la mutilation, que c'est de la chirurgie médicale. Sauf que non, il n'y a aucun danger physique au fait d'être intersexe. La seule chose qui motive ces opérations sont la volonté absolue de faire des bébés conformes à ce que l'on veut d'eux. Au contraire, en fait, certains intersexes ont des douleurs à vie à cause de ces opérations et les traitements hormonaux peuvent être très lourds. La vérité, c'est que ces opérations, aussi légales qu'elles soient, sont bel et bien des mutilations génitales. Conclusion ? Le sexe tel qu'on le conçoit est une construction sociale, pas un fait biologique. À la naissance, le sexe d'un individu lui est assigné au vu de ses parties génitales. Suivant si celles-ci correspondent ou non aux définitions sociales de parties génitales dites normales, l'individu sera jugé diadique si elles correspondent ou intersexe si elles ne correspondent pas. Si un individu est jugé intersexe, en France, celui-ci sera opéré, et très souvent hormoné de force afin de correspondre aux critères sociaux de ce qui est vu comme sexe féminin ou comme sexe masculin. Sur le graphique, les termes SAF et SAM signifient socialement assimilé comme féminin et socialement assimilé comme masculin. Dans tous les cas, un sexe légal, celui indiqué sur son état civil notamment, lui sera assigné. C'est tout pour ce premier épisode de La Pépinière, j'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire des suggestions dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre. Je vous laisse également en lien dans la description les documents accessibles en ligne que j'ai trouvés dans mes recherches. Il y en a notamment un appelé les intersexualités qui détaille différentes formes d'intersexuation. On y voit les sexes assignés en général pour chacune de ces formes et les traitements hormonaux et chirurgicaux conseillés actuellement. Je vous préviens d'avance, c'est plutôt violent mais c'est également extrêmement instructif et c'est surtout un bon retour à la réalité de la condition des personnes intersexes. Je vous mets également un lien vers une vidéo de la chaîne Queer as Cat sur le rapport entre les constructions sociales et les réalités biologiques et pourquoi c'est important de différencier les deux. C'est pas tout à fait le même sujet mais c'est vraiment instructif, promis, et des sous-titres en français sont disponibles. Et enfin, oui je sais, je n'ai pas du tout parlé du rapport entre sexe et genre, mais ne vous inquiétez pas, on y viendra très vite. Sur ce, bonne continuation et à très bientôt.